Bonjour amis internautes, merci partout où vous êtes. C'est News 24, une chaîne qui a été mise en Australie. C'est Denis Kainge. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, dans le cadre de l'émission, les analyses des News 24. Un clic à l'étranger reçoit Maître Guy. Maître Guy, c'est l'habitué de ces plateaux. Aujourd'hui, nous allons d'une façon plic-ploc essayer de revoir tout ce qui s'est passé dans l'actualité. On commencera par la mort de Kende, on parlera de la CENI et on finira par la francophonie avant d'entrer dans les divers. Évidemment, on parlera aussi de tout cela parce qu'on va profiter de la présente Maître Guy pour voir ceux-là qui sont arrêtés et quelle est la différence entre les arrestations politiques. Bonjour Maître Guy. Bonjour mon frère Denis. Mais ça fait quand même, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Qu'est-ce que vous dites à nos internautes qui vous suivent? Ouais, ça fait longtemps, comme vous dites, on a brillé par une absence. Cela était lié à beaucoup de contraintes qu'on a connues, notamment les contraintes de la vie et puis la famille, et puis le travail, évidemment, ça on doit le reconnaître. Et puis bon, finalement, on a essayé de travailler durement pour pouvoir remettre un peu tout à l'ordre et puis voir comment nous pouvons nous disposer afin que nous continuions à nous faire voir, si pas à venir répondre aux invitations de notre chaîne préférée que nous aimons bien, qui est News 24 en Australie. Comme nous avons dit, c'est une chaîne qui a été mise en Australie, dans la ville de Melbourne, dans l'état de Victoria. C'est toujours un grand plaisir, Maître Guy, de vous avoir sur le plateau pour nous éclairer. Merci parce que il y a beaucoup à dire. Est-ce que, pour commencer avec Okende, on a connu c'est malheureux décès d'un député, et en plus un ancien ministre, comme on a l'habitude de dire, ministre honoraire du transport, je crois, et aux voies de communication et tout ça. Et il a été, aujourd'hui, on pourra dire qu'il a été assassiné. Mais quelle est votre appréhension des circonstances de sa mort? Oui, mon cher Denis, d'abord, avant de m'élargir, je voudrais déjà présenter mes excuses auprès de nos téléspectateurs et évidemment auprès de vous, parce que vous voyez, on est en train de traverser un climat qui est un peu bizarre pour le moment, c'est-à-dire l'hiver. Alors vous allez comprendre de temps à autre, ma voix a tendance à déranger un tout petit peu. Alors d'emblée, je voudrais présenter des excuses pour ça, mais nous allons faire un effort pour répondre tant soit peu à vos questions et puis voir comment on peut éclairer la lanterne, la lumière au niveau de notre communauté. Alors, concernant le dossier de Okende, à ce stade, jusqu'à preuve du contraire et en tant qu'un outillé du domaine, je ne voudrais pas aller dans des affirmations comme pour dire que il est assassiné ou bien affirmer quoi que ce soit. Mais par contre, je vais rester dans les analyses sans connotation et avec des suspicions. Parce que, à la lumière de ce que nous avons comme éléments, j'ose croire qu'il y a vraiment beaucoup de suspicions et il y a beaucoup de chapitres qui ne sont pas tirés au clair, surtout du côté de nos autorités, si je peux dire ça. Alors, vous savez dans quelle manière Okende a été assassiné, si je peux dire ainsi. Et c'est un meurtre que nous sommes en train de condamner premièrement avec la dernière énergie. Quoi qu'il arrive, vous savez, dans le monde politique, il y a des différences. Les différences peuvent faire à ce que, au milieu des acteurs politiques, que l'on arrive à se retrouver dans un climat de conflit ou bien quoi que ce soit là-bas, mais cela ne donne à aucune personne le droit de pouvoir ôter la vie à une autre personne. C'est comme si vous condamnez déjà, vous commencez déjà à condamner le pouvoir. C'est comme si c'est politique. Bon, nous ne condamnons pas, mais comme j'ai dit là-bas, ce sont des meurtres politiques. Ouais, comme je dis là-bas, c'est-à-dire qu'à la lumière de nos analyses et avec les éléments que nous avons, ça frise un peu beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Bon, aujourd'hui, on ne partira pas plus vers les circonstances de sa mort et tout ça, parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont déjà dans l'internet parlé, beaucoup de chaînes, beaucoup d'analystes sont passés. Mais moi, je voudrais plus pour nos internautes savoir, est-ce que
ça suit le cheminement du droit? Est-ce que, par rapport maintenant à la suite, parce que maintenant ce sont des enquêtes, est-ce que les enquêtes se font dans le sens d'éclairer les lanternes? Très bien. Alors, parce que vous avez posé la question dans cet angle-là, permettez que je puisse rester dans votre question et puis que l'on puisse développer là-bas. Ici, comme nous le savons, il y a eu meurtre. Et Okende est mort dans des circonstances, quand je dis obscures, parce que Okende a été enlevé dans un des bâtiments de l'État. Quand vous regardez la Cour constitutionnelle, je commence par décrire l'environnement de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on parle de la Cour constitutionnelle, on ne voit pas d'abord les agents qui travaillent, si pas les magistrats ou bien les autorités qui travaillent là-bas. Lorsqu'on parle de la Cour, il suffit seulement de rentrer à l'époque romaine et lisez l'histoire, il y avait des cours, on avait connu des cours, tout et tout. Lorsqu'on parle de la Cour, on voit d'abord le bâtiment. Et dans le cas d'espèce, Okende a été enlevé dans le bâtiment. Un parking, ça fait partie d'un des endroits du bâtiment. A été enlevé dans le bâtiment de la Cour suprême. Donc, déjà partant de cet aspect des choses, l'État est impliqué. Alors, maintenant, j'évolue un peu plus loin parce que, comme tu as dit là-bas, que nous puissions démontrer là où il y a encore de l'obscurité. Je m'en vais maintenant attaquer le 2 points, si pas les 3 points, qui jusque-là prêtent à confusion et nous nous posons la question de savoir pourquoi. Vous savez, lorsque on a publié ce crime, lorsque le média ont fait état de ce crime, quelques jours après, si pas 24 heures après, il y a eu un audio qui circulait. Et de cet audio-là, tout le monde, la plupart des gens que j'ai suivis, c'était que non, d'ailleurs, la fille de Okende a dénoncé tout et tout. Mais à la fin de la journée, nous nous sommes rendus compte que l'audio-là, c'était un audio qu'on avait fait pour la circonstance. Question. Pourquoi on a cherché à dévancer l'information alors que le procureur, pendant ce temps-là, n'était pas encore entré en action? Mais là, je peux vous arrêter directement parce que là, il s'agit des réseaux sociaux. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Non, ça n'implique pas les autorités congolaises. Non, il ne s'agissait pas du réseau social. En fait, l'audio a existé en original, mais qu'on a balancé dans les réseaux sociaux. Après cela, vous vous souviendrez, il y a eu la fameuse histoire des tweets où on a voulu condamner les journalistes, les incriminer, tout et tout. Et puis finalement, nous voyons l'apparition du procureur général. Ouais. Vous vous souvenez lorsqu'il est sorti pour avec sa première déclaration de la presse. D'ailleurs, dans un des forums, j'avais posé la question de savoir, mais le procureur général, c'est lui le maître de l'action. C'est lui le patron de l'action publique. Lorsqu'il y a un meurtre, lorsqu'il y a un fait fractionnel qui se commet, mais comment le procureur général, en lieu et place de se mettre dans sa peau, lui qui est habilité à chercher les infractions et voir comment mettre le dossier en place, le procureur a préféré aller faire des déclarations de presse. Alors, je posais la question de savoir mais justement, jusque-là, ma question demeure. Quelle est la portée juridique d'une déclaration d'un procureur général lorsqu'il y a un cas de meurtre? Pourquoi faire cette déclaration? Et vous allez voir, dans la déclaration du procureur, par 2 reprises, le procureur est allé même loin jusqu'au point de friser l'instruction préjuridictionnelle. Parce que 48 heures après, la famille de Okende est allée déposer une plainte contre les connus. Du moment où le procureur est saisi, soit par une saisine directe, ou soit par lui-même. Ouais. Donc directement, les enquêtes prend son cours, directement les enquêtes doivent être mises en place et devant cet état des choses, on ne peut pas violer les secrets de l'instruction préjuridictionnelle. Les choses que je suis en train de dire, je suis d'avis que le procureur connaît cela très bien. Pourquoi faire cette déclaration? Dans cette déclaration, donc lorsque vous suivez... Il n'est pas habilité à le faire. Non, il ne pouvait pas. Et vous voyez déjà la nature de ces déclarations-là tendait vers des déclarations
politique, alors que normalement, donc cela ne se justifiait pas, parce que c'était lui le maître. Notre préoccupation, oui, parce que sur demande des internautes, savoir si les enquêtes pourraient aboutir au résultat que nous attendons, c'est-à-dire arrêter des gens, incriminer et tout ça. Par rapport à ce que vous dites, c'est comme s'il y a... Oui, mon cher Denis, oui, ce que je suis en train de dire ici, c'est grave. C'est grave. Écoutez, Okende meurt. Le gouvernement vient et déclare que nous allons faire appel aux experts indépendants pour venir faire l'enquête. Et c'est ce que quand vous regardez, mais justement, quand vous regardez... Les experts indépendants. Ici, je ne parle pas d'abord de Katumbi. Ici, je regarde l'État. Le procureur représente une institution. Le ministre de l'information, il représente une institution. Donc, nous avons affaire à l'État. Le procureur vient, il fait 2 déclarations. De ces déclarations-là, lorsque vous regardez les éléments, par exemple, lorsque le procureur affirme, parce qu'il avait affirmé, il y a des vidéos, lorsqu'il affirme, par exemple, que non, Okende est mort par balle, nous nous posons la question en droit. Comment a-t-il su que Okende réellement est mort par balle? Bon, en tant qu'individu, il a regardé tout simplement. Mais c'est là que je suis en train de dire. Lorsque, en droit, il y a une théorie, en droit pénal, la théorie basée sur l'instruction préjuridictionnelle qui est censée être secret jusqu'à ce que le ministère public ou bien le magistrat en charge du dossier va terminer. En fait, lorsqu'on parle de l'instruction préjuridictionnelle, laissez-moi expliquer d'abord cet endroit-là. Pourquoi l'instruction préjuridictionnelle? C'est une instance pendant laquelle le ministère public, si pas le magistrat en charge du dossier, est en train de préparer le dossier judiciaire. Et devant cet état des choses, le magistrat, les greffiers, tous les personnels, c'est-à-dire tous les personnels judiciaires, n'ont pas droit à divulguer l'information, ils n'ont pas droit à suppiter devant la place publique. Parce que vous savez, les dangers, c'est quoi? Lorsque le ministère public est en train de préparer le dossier, il est à la recherche des faits. C'est-à-dire qu'il doit chercher à rétablir d'abord les faits. Il est à la recherche de preuves. Il est en train de récolter des témoignages de gauche à droite pour pouvoir établir si oui ou non les faits pour lesquels il est en train de poursuivre, les faits pour lesquels il a mis, il est en train de procéder à l'enquête sont établis. Si ces faits sont établis, alors nous connaissons la procédure. On va pouvoir à la fin de l'enquête déverser cela, si pas envoyer ça au tribunal pour que la personne inculpée, pour que la personne infracteur puisse être... par rapport au temps qu'il nous a imparti, vous pensez que les enquêtes ne redonneront pas le résultat par rapport à la démarche? Non, mais déjà, vous voyez regardez le danger, Denis. Le procureur vient, il parle et il déclare que non, aucun des morts par balle. Ok? Au moment où je vous parle maintenant, il y a eu l'équipe des enquêteurs de la Belgique qui est venue. C'est depuis avant-hier qu'ils ont contredit les déclarations du procureur selon laquelle Okende est mort par balle. Cette enquête indépendante dit ceci, que Okende était déjà mort avant et que par après, ceux qui ont commis ce crime sale-là ont terminé par lui loger des balles. En ce moment-là, ça change tout. En ce moment-là, ça change tout. Deuxième élément, vous savez, quand vous lisez la Constitution, l'article 19, à son alinéa 4, le droit de la défense, mais c'est un droit garanti par la Constitution. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'au jour d'aujourd'hui, le présumé coupable que le ministère public a retenu, notamment le chauffeur et le garde du corps, jusque-là, ils ne sont pas en mesure d'entrer en contact avec les avocats afin que leur droit de la défense soit garanti. En ce moment-là, ça frise pratiquement tout. Parce que nous ne pouvons pas avoir un dossier judiciaire du moment où ceux qui sont en train de poursuivre ce dossier-là ne respectent même pas la Constitution.
Voilà, donc ne respecte pas la Constitution comme dit Maître Guy, donc entre-temps c'est une histoire à suivre, et merci pour cet éclairage, mais on peut continuer à dire, mais il y a une information que vous avez passée à nos internautes, l'arrivée des experts, et je pense que c'est de ces côtés-là que nous allons plus nous attarder prochainement dans une autre émission par la suite. Donc c'est une histoire à suivre. Maintenant nous partons à notre deuxième point, c'est la CENI. La CENI de la République démocratique du Congo, c'est comme si ça brouille. Depuis là, on commence déjà sûrement à déposer des candidatures. Il y a déjà des calendriers. Il y a ceux-là qui ne vont pas participer. Déjà, le PPRD avec Kabila ne participeront pas. Il y a Fayoulou, Martin Fayoulou de l'ECD, c'est lui qui réclame toujours la vérité des urnes, même si c'est après 5 ans. Et lui aussi dit qu'il ne participera pas. Est-ce que peut-on faire confiance à cette CENI? Oui, Denis, avant d'attaquer, il y a un dernier point que je voudrais relever pour montrer l'importance de cette instruction et que le procureur ne devait pas faire ce qu'il a fait, voire même le ministre de l'Information. Vous savez que lorsque vous lisez le Code pénal en son article 393, faute de violer l'instruction préjuridictionnelle, c'est un fait punissable. On a dit qu'on aura des émissions sur ça, sinon nous allons faire la moitié de notre émission sur... Ok, d'accord. Maintenant, parlant de la CENI, Denis, vous savez, parce que moi j'aime bien, quand nous parlons, j'aime toujours m'étaler, me baser sur les écrits. Vous savez, la CENI, lorsque nous avions mis la Constitution en place, nous avions dit, si je dis nous avions dit, parce que la Constitution que nous avons ici est passée au référendum. Et nous connaissons la portée du référendum. Tous les Congolais, à la majorité, nous avions dit que pour pouvoir mettre, apaiser nos esprits lorsqu'il en vient aux élections, afin de pouvoir continuer à vivre cette vie démocratique, il nous fallait une institution, une commission électorale nationale indépendante. C'est-à-dire mettre les institutions d'appui à la démocratie, d'où la CENI. Oui. Aujourd'hui, la CENI est là. Quand vous allez à la page 79 de notre Constitution, vous allez voir, le législateur est en train de parler, il est en train de démontrer le pourquoi de beaucoup de crises que nous avons connues dans notre pays, c'était toujours la crise liée à la légitimité. Oui. Devant cet état des choses, moi je pense qu'à l'heure actuelle, la CENI devait jouer sur cet aspect-là. C'est-à-dire garantir à tout le monde, garantir à tous les acteurs qui veulent aller postuler, qui pensent qu'ils ont des idées qui peuvent émerger ce pays-là. On ne peut pas faire confiance à la CENI dans cet état des choses. Non, mais regardez, le problème, il y a par exemple le problème du fichier électoral. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le problème du fichier électoral n'a pas encore terminé. Non, mais lorsque... Il y a eu des experts qui sont venus. Non, ces gens-là, ils sont venus d'où? Ces gens-là, ils sont venus d'où? Lorsqu'on parle de visiter du fichier électoral, il ne s'agit pas d'une opération qui consiste uniquement à prendre des gens de manière isolée et puis les amener pour qu'ils viennent enquêter. Non, non. Lorsqu'il y a eu l'OIF qui était venu, on a donné des raisons pour dire que non, l'OIF, avec les difficultés que nous avons avec le Rwanda, tout et tout. Mais à part l'OIF, il y a d'autres cabinets internationaux. C'est-à-dire que vous n'allez pas amener une institution ou bien des individus qui ne sont pas crédibles en la matière de venir faire état de notre fichier électoral alors qu'il y a des institutions appropriées, des institutions qui peuvent garantir la sécurité à tous les candidats. Et puis finalement on termine l'affaire. Pourquoi la CENI jusqu'au jour d'aujourd'hui ne fait pas ça? Ça c'est un. De deux. Il y a le problème, au moment où je vous parle ici, dans son communiqué du 2 août, la CENI est en train de demander, et l'opération va commencer à Kinshasa. Vous savez que la CENI a distribué des cartes. Au moment où nous sommes en train de parler, les 3/4 de ces cartes, en commençant par Kinshasa que j'ai pris comme un échantillon, les écrits ne se voient pas. Il y a d'autres qui ont des cartes, mais il n'y a pas de photos. Il y a d'autres, il y a la photo, il n'y a pas de nom. Donc bref, on a utilisé l'argent de l'État, mais pour une très mauvaise qualité de cartes. Au moment où je vous parle, dans son communiqué du 2 août, la CENI a répertorié des sites et la CENI est en train d'inviter
aux électeurs dont les cartes posent problème de rentrer dans ces, dans ces bureaux-là pour aller reprendre encore. Là, alors tout ça, ça aura une ascendance sur les élections. Non, mais nous comprenons que c'est l'œuvre humaine et il y a toujours... Non, mais Denis, les élections... On peut comprendre cela. Mais non, mon cher ami Denis, les élections, ce n'est pas du jour au lendemain ou bien à la veille. Les élections, la loi dit ceci. Non, c'est un processus étalé sur 5 ans. À partir du moment où un nouveau mandat commence, vous commencez à préparer les élections dans les 5 ans qui viennent. Donc la CENI a eu beaucoup de temps. Aujourd'hui, si on doit, après 4 ans et demi, si on doit se mettre encore pour commencer à parler des cartes d'électeurs, pensez-vous vraiment que cette élection-là va pouvoir bénéficier d'un certain nombre de crédits dans la société congolaise et voire même à l'international? Voilà, il y a encore un autre élément. Il y a encore un autre élément. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le bureau de la CENI. Denis, nous n'allons pas jouer un match de football du moment où l'arbitre, c'est ton frère. Les DG de touche, ce sont tes neveux. Et puis, on prend le commissaire au match, c'est ton grand-père. Mais comment nous allons jouer? Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, c'est ce que je suis en train de demander. Si la CENI... Mais à cette étape, je pense pas qu'il faudrait tout reprendre à zéro, parce que nous avons Denis Kadima. Non, le problème ici, Denis, le problème ici, ce n'est pas de rentrer en arrière. L'opposition est en train de demander, par exemple, la question des délégués de l'opposition. Mais ils sont là. Ils sont là. Est-ce qu'on peut... La CENI a déjà brandi le procès verbal de tous ces partis politiques, ou bien de toutes ces formations politiques qui ont envoyé, qui ont mandaté ces gens-là. Le PPRD a dit que nous n'avons jamais mandaté Manara. Mais il ne participe pas. Non, mais oui, le problème n'est pas là. Même s'ils ne participent pas, étant donné ils font partie de l'opposition. C'est la loi qui le dit. Ici, ce n'est pas la CENI. C'est la loi qui dit que l'opposition envoie 4 membres. C'est-à-dire, l'opposition 2 membres et puis la société civile 2 membres. C'est-à-dire, on aurait souhaité, par exemple, lorsque vous regardez sur base de poids politique au niveau du Parlement, vouloir ou pas, c'est le PPRD qui vient parce qu'ils ont beaucoup de députés. Qu'ils envoient. S'ils n'envoient pas, alors qu'on ne retrouve pas quelqu'un à la CENI, au bureau là-bas, qui représente le PPRD, sinon ça frise la fraude. On aurait souhaité, par exemple, que Martin Fayoulou, au niveau de la Mouka, qu'ils envoient. Mais du moment où ils disent que nous n'avons pas envoyé, la CENI dit qu'ils ont envoyé, il faudrait que la CENI, à ce moment-là, apporte la preuve de ce qu'il est en train de dire. Si je comprends très bien, là, on ne peut pas faire confiance à Denis Kadima. Non, à l'heure actuelle. Et la CENI au même moment. Denis, parce que nous sommes un média des solutions. Quelle solution vous proposez pour l'instant? Voilà, la solution que je propose, parce que nous avons déjà beaucoup de problèmes au pays. Nous n'avons pas besoin d'ajouter encore d'autres. La solution pour moi, c'est de voir. Nous avons encore le temps. S'il y a la volonté politique, nous avons encore le temps. Il y a lieu que le gouvernement puisse s'engager auprès des cabinets responsables, des cabinets crédibles qui peuvent venir faire ce travail du fichier électoral afin d'assurer, de rassurer tous les acteurs politiques. Première chose. Deuxième chose, il y a lieu que Denis Kadima joue un franc jeu afin de demander à l'opposition d'envoyer leur délégué. Est-ce que pour envoyer un délégué à la CENI, ça demande quoi? Ça demande quoi? Bon voilà, là maintenant... Vous comprenez que c'est un problème, c'est la volonté politique qui n'est pas là. Rapidement pour finir ce point sur la CENI, vous pensez que si par exemple le pouvoir décide d'aller, et Denis Kadima décide d'aller au bout, vous pensez que nous pouvons avoir des élections crédibles, acceptables, avec pas des PPRD, pas des Martin Fayoulou. Mais ça va poser problème déjà à Denis. On peut avoir les élections. Les élections, on peut les avoir même de n'importe quelle manière, même de par la tricherie ou quoi là-bas. On peut les avoir, mais pour quelle crédibilité? Regarde, quand vous regardez le régime ici, ils ont fait 5 ans, non? Bientôt là, 5 ans. Vous avez vu le nombre de problèmes qu'ils ont connus au point qu'à un moment donné, regardez l'interview du président, qu'est-ce qu'il a dit? Il regrette la coalition FCC cash. Il commence à regretter. Donc ça dit, à un moment donné, ça ne sert à rien de courir pour ne rien récolter. Moi, à ce stade ici, tout ce que je peux demander à la CENI, c'est de jouer franc jeu. Ils sont l'arbitre, alors ils doivent rester au milieu du village et permettre aux acteurs de pouvoir
faire leur jeu démocratique afin que le meilleur l'emporte. Mais si nous partons dans des conditions comme ça, le meilleur l'emporte. Si nous allons dans des conditions comme ça, Denis, nous allons avoir les élections. Nous allons voir les élections, mais nous allons... Donc ça ne va servir pratiquement à rien. Il y aura des contestations. Les contestations là vont fragiliser le pouvoir. Les contestations vont amener notre dernier point. Ça ne servira pratiquement à rien. Qui est la francophonie qui est en actualité. Directement comme ça, sans trop réfléchir, qu'est-ce que vous pensez vous-même de la francophonie, d'une façon générale, en tant qu'organisation? Bon, là, pour moi, à part le jeu, parce que là, c'est la francophonie d'abord, et à part le jeu, qu'est-ce que vous pensez de la francophonie? Ça, c'est une très très bonne question. Comme nous le savons, la francophonie, c'est une organisation qui réunit les pays qui partagent la langue française, soit de manière totale ou de manière partielle. Quand je dis partielle, par exemple, le Canada. Quand vous allez au Canada, il y a une partie où les gens parlent anglais, mais une partie comme les gens Émirats parlent... aussi. Ouais, c'est comme les... Donc, c'est un peu ça, soit de manière totale, soit de manière partielle. C'est une organisation qui avait été mise en place depuis 1970, je crois le 24 mars, si je ne m'abuse, le 24 mars 1960 au Niger. L'organisation a évolué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ici, là, je voudrais qu'on aborde surtout l'aspect ayant trait à l'objectif de la francophonie, pour que nous puissions réellement analyser quels sont les dividendes que nous avons tirés. Oui, l'avantage d'être autour d'une langue, tout simplement. Oui. Moi, je peux dire la lingalophonie. Oui, il n'y a pas que ça. À part la langue, il y a par exemple la promotion de la culture. D'ailleurs, il y a 2 semaines, moi et toi, on était en train de discuter en aparté. Lorsqu'on parle de la culture chez nous est restée seulement au niveau de la musique. Est-ce que la musique... Qui d'ailleurs ne représente pas, comme je le dis. Moi, j'ai toujours été ahuri de constater que même les intellectuels le disent à la télé. Mais justement... La culture congolaise n'est pas vraiment reflétée par la musique que nous avons. Non, mais justement... Et puis je me pose la question, c'est pas dire musique. La musique, c'est pareil partout. On peut copier une musique des autres. Voilà. Donc, on a pris seulement un seul aspect. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, non? Toutes les cérémonies depuis que la francophonie a commencé, il y a que la musique. Et quand vous regardez le programme tel qu'il s'est établi, donc là où vous ne pouvez vraiment aller vous régaler, c'est seulement la musique. Mais au-delà de la musique, mais nous avons un pays avec une culture très immense. Il y a par exemple le problème lié à la nourriture. Notre culture, c'est aussi la nourriture. Notre culture, c'est aussi notre manière de vivre. Notre culture, c'est aussi... donc, je dirais beaucoup de choses. Mais on ne voit pas cet aspect-là. La francophonie prône aussi... est là aussi pour promouvoir la paix. Lorsque vous regardez notre pays par rapport à la paix, quelles ont été les dispositions qui ont été prises, ne fût-ce que pour vulgariser un certain nombre de problèmes que nous avons qui touchent à la paix, notamment la guerre à l'Est. Moi, j'ai vu le jour de la cérémonie. Bon, oui, c'était bien, parce qu'il y avait de la lumière, tout et tout, il y avait beaucoup de gens. Mais regardez au niveau communicationnel. Au niveau communicationnel, ça pose problème. Je n'ai vu aucune image, par exemple, de ce qui se passe à l'Est. Juste pour montrer, pendant que nous sommes ici, regardez, il y a une partie de la population, ils sont en train de souffrir. Je n'ai pris qu'un aspect. La francophonie, elle joue aussi le rôle de la promotion de l'éducation. Ah, maintenant, voyons le jeu. Est-ce qu'aujourd'hui... Voyons le jeu lui-même. Comment vous trouvez le jeu? Quand j'ai dit le jeu, est-ce que ça, nous méritons, est-ce que le pays méritait d'organiser ça? Est-ce que le pays pouvait organiser ça? Mériter... Par rapport au budget et autres. Est-ce que... Mais on va poser une question. Est-ce que c'est financé par l'État congolais? Mon frère, oui, permettez d'abord qu'on termine le mérite là. Mériter, je dis oui. Pourquoi? Parce que nous sommes, membre de la francophonie. 2, nous sommes le plus grand pays francophone. Donc, devant ces 2 critères, on méritait de l'organiser. Les infrastructures, Denis, nous savons, la francophonie n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsqu'il y a des assises comme ça, la francophonie, comme organisation, a toujours une part de contribution et le gouvernement contribue. Mais vous êtes sans ignorer que lorsque cette histoire de la francophonie a commencé, il y avait un monsieur qu'on avait mis à la tête.
Et par après, l'argent... Comment il s'appelle? L'argent... Ah ben oui, après, l'argent, on avait détourné l'argent. Et moi, je crois que si on avait... Parce que vous parlez de la préparation. Si on pouvait commencer la francophonie pendant ce temps-là, au niveau des athlètes, par exemple, vous sentez qu'il y a quand même un manque de préparation. Pourquoi? Parce que les histoires ont été faites à la va-vite. Oui, parce qu'on a connu cette malheureuse circonstance des détournements des fonds. Et tout. Mais justement, Et je pense que quand je dis tout à fait normal, ça signifie que ça peut arriver. Alors, pour terminer, bien sûr, notre mission d'aujourd'hui, parce que le temps qui nous a imparti nous chasse derrière, notre réalisateur continue à m'essouffler là-dessus. Est-ce que, à la longue, qu'est-ce que vous pensez déjà, parce qu'on pourrait organiser beaucoup des jeux par rapport à tout, on peut organiser la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique et tout ça, à la fois ça doit être la vision d'un pays qui est d'ailleurs à caractère peu sportif. Vous pensez que qu'est-ce que nous devons améliorer déjà, parce que la francophonie n'est pas encore finie? Moi je pense à la longue, il faut seulement mettre du sérieux. Le plus grand problème de notre pays, c'est que nous ne sommes pas sérieux en nous-mêmes. Même lorsque nous décidons de faire quelque chose, mais à la fin de la journée, vous allez voir, tel a escroqué l'argent, tel a détourné, et puis devant cet état des choses, l'État est resté un peu passif, on ne voit pas des actions, et puis finalement, c'est resté comme ça. Et à la fin de la journée, on veut qu'on vienne soutenir. Ici, je voudrais relever quelque chose. Vous savez, le Congo nous appartient, à nous tous. Nous tous, nous aimons ces pays-là. Il n'y a personne qui peut se prévaloir le droit de vouloir aimer le Congo plus que tous les autres Congolais. Non. Mais le plus grand problème, il faut être sérieux pour récolter des résultats sérieux. Merci Maître Guy, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Nous savons que ce ne sera pas pour la dernière fois. Ouais, merci à moi de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous là-bas et que la paix soit avec vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de nous soutenir et surtout en tout cas, de faire un petit like là-dedans et de faire partager cette émission. C'était Denis Kaenge en Australie, dans la ville de Melbourne, News 24. À la réalisation, c'était Fiyo Waka et au script, c'était Jojo Kikufi et nous vous disons à la prochaine. Ciao.